Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et réunis par le rugby, waouh, quel week-end de rugby, mon cher Théodore de Saint-Rémy, ancien Racing Man, comment tu vas? Moi je vais très bien, c'est vrai que là on a eu une belle piqûre de rappel de ce que c'est que le rugby avant de s'endormir avant l'été, de se réveiller pour la Coupe du Monde, c'est ça Thierry? Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc on n'a pas grand-chose sur le planning aujourd'hui. Et normalement, on était censé d'être avec notre cher Charlie, mais je pense qu'il a une absence excusée, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'après plus de 100 épisodes, Thierry, on conserve une certaine fraîcheur, une jeunesse, une naïveté, je trouve, qui est tout à notre honneur, puisque on a cru que Charlie serait là pour l'épisode d'aujourd'hui, après avoir passé le week-end au Hellfest. Et là, je pense que ça dénote un optimisme à tout crin. Et bizarrement, Charlie nous a dit qu'il était aphone, c'est-à-dire en mode post-Hellfest, et on ne veut pas plus de détails. Salut les potes du pack, j'espère que tout va bien. Je ne peux pas être avec vous parce que je n'ai pas de voix. J'aurais adoré entendre votre avis sur la finale que j'ai pas pu voir parce que j'étais au Hellfest et que j'y ai laissé ma voix. Mais j'ai quand même pensé un peu rugby parce que comme tous les ans, j'ai retravaillé mes poussées en mêlée dans les pits. Et mon saut en touche, en slamant. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, ce serait un peu inutile que j'enregistre avec vous ce soir, mais hâte de vous écouter, hâte d'écouter l'épisode. Je vous embrasse. Gros bisous les copains, ciao. Pack de potes, terrain 10. Donc, on te souhaite une très belle récupération. Et bon, tu n'étais pas là pour l'épisode dernier, mon cher Théo, mais je te dis happy 101 épisodes aussi, parce que oui, ça fait plus de 100 épisodes maintenant. Ça fait un joli parcours ensemble. Oui, c'est étonnant quand on se retourne. 100 épisodes, on a l'impression que c'est un monde, et pourtant on a l'impression d'avoir commencé hier. Et finalement, quand on se retourne sur cette période, on se dit qu'il y a exactement 4 ans, peut-être même jour pour jour. C'est toi qui m'as appelé Thierry en disant « Écoute Théo, j'ai une idée un peu folle, je sais pas trop si t'y crois, si on pourrait essayer mais peut-être qu'on pourrait faire un podcast sur la Coupe du Monde de rugby. » Moi, je suis un peu tombé du placard, je t'ai dit « Mais écoute, essayons, let's try it » comme un bon Américain qui croit en son étoile. Et puis finalement, 100 épisodes après et 4 ans après, on est toujours là. Et franchement, on a passé que des bons moments avec Charlie, toi, Alban qui est venu, tous nos invités, puis tout un tas d'écouteurs qui nous ont salués sur ce qu'on fait, notre petit bonhomme de chemin, sans prétention, où on essaye d'être tout simplement sérieux sans trop se prendre au sérieux, comme on dit souvent. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que ça fait un bel petit chemin qu'on fait ensemble. Et si c'est votre première fois que vous nous écoutez, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, nos auditeurs, n'hésitez pas à aller un peu derrière dans le temps, si je peux dire, Back to the Future, et regarder un peu les différentes émissions qu'on a pu faire. Par exemple, les différentes 15 de France, notre meilleur 15 de France, notre 15 international, nos différentes interviews avec Serge Betsen, Fabien Poulos, Bastero, et beaucoup plus. Donc tiens, en parlant de ça, en parlant de podcast, si je peux me faire un pub pour mon autre podcast. J'ai un podcast sur la perte de poids qui s'appelle Un peu plus léger, que j'ai fait avec une diététicienne. Et en fait, en ce moment, je sors des petits mini-épisodes. Ça s'appelle les shorts d'été. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont très courts. Ils sont très courts, mais aussi parce que j'ai essayé de mettre mes shorts d'été, parce que je suis descendu dans le sud, là, à Béziers récemment. Et en fait, je disais, ah zut, ils sont un peu serrés quand même, mes shorts. Donc, allez, j'ai fait une petite mini-série de 5 épisodes pour aller me remettre un peu le focus là-dessus et pour m'aider à mettre dans mes shorts d'été. Donc, si ça vous tente, c'est un peu plus léger sur les différentes plateformes de podcast. Je vais les écouter, bien entendu, puisque, comme tout un chacun, j'ai aussi un programme de préparation de la plage. Et ça me paraît être une excellente résolution. Je profite aussi de cette petite introduction pour embrasser et saluer alors Andrea Cecilia ou Cecilia Andrea, je ne sais pas, mais c'est une auditrice qui nous écoute de Montréal, qui nous a dit des choses super sympas sur notre 6 nations, sur tout ce qu'on a dit sur l'ère Galtier, et qu'elle se tient connectée au rugby depuis Montréal
avec le pack de potes. Alors, Cécilia, Andrea, on vous embrasse vraiment de tout cœur et on espère que vous aurez de nombreuses émules et d'autres auditeurs au Canada. Ouais, super, merci beaucoup. Bon, on passe tout de suite au rugby. Donc, petit truc, parce que tu sais que j'aime bien la EPCR. Et en fait, très bientôt, le jour où on va sortir cet épisode, en fait, ils vont faire les différentes pool draws de toutes les différentes équipes. Et tu sais qu'on a 8 équipes dans ce Champions Cup, en fait. L'année 8, prochaine. est-ce que tu les connais? Ouais. 8 équipes françaises? Ouais. Ouais, je pense que je dois pouvoir les connaître. Vas-y. J'essaye. Toulouse, La Rochelle, Yeah. le Racing, Toulon, puisqu'ils ont été champions de la 2e, là. Bravo. Je pense qu'il y a le Stade Français. Je pense qu'il doit y avoir... ça commence à être un petit peu plus compliqué. Clermont? Non. Ah non, merde. Lyon, bien sûr. Bordeaux? oui. Et la dernière qui m'a un peu surpris, en fait. Pau? Non, c'est Bayonne. C'est Bayonne, c'est ça. Ah, c'est pas loin. Pau-Bayonne, ils ont un aéroport qui s'appelle Pau-Bayonne. C'est des voisins, parce qu'ils ils ont fini 8e. C'est chouette, ça fait une sacrée belle représentation. Écoute, espérons que ce soit encore une équipe française qui soit sur le toit de l'Europe l'année prochaine. C'est ça le plus important. Allez, on va direct dans ce top 14, rapidement pour les demi-finales. On n'a pas pu avoir ton avis, en fait, sur ce 41 pour Toulouse contre les 14 pour Racing. Toi, ancien Racing Man, comment tu as vécu ce match-là? Forcément très mal. J'ai posté 2 mots très simples. J'ai mis « pas invité ». Voilà, je pense que c'est typiquement le match raté, mais qui est très révélateur aussi d'une saison du Racing qui a été en dents de scie. Je pense qu'il faut saluer quand même leur présence depuis qu'ils sont remontés en 2010 tous les ans dans les équipes qualifiées en play-off, ce qui est quand même une très belle performance, ce qui donne une belle régularité. Mais une seule fois champion en 2016, c'est pas assez. Et en particulier sur ce match-là, on voit qu'ils ont été ultra dominés devant. Depuis le départ de Ben Tameifuna, ils n'ont pas résolu leur problème de mêlée fermée. Ils ont trop souvent des passages à vide pendant les matchs qui leur coûtent très cher sur cette séquence entre les pénalités et les reculades, même s'il y a parfois des bons moments. Et j'ai surtout beaucoup aimé la réaction de Rouanimov à la fin du match, qui est quand même un joueur de grande classe, qui est d'une grande fidélité à ce club. Rouanimov qui a quand même réussi à trouver le club qui a les mêmes couleurs que son équipe nationale, ce que je trouve assez chouette. Hein. C'est quand même comme ça, il oublie un maillot, il prend l'autre. Il peut prendre son maillot de club. Ouais. Je plaisante, mais à la fin, il a dit très calmement, le rugby est un sport très juste. Et quand on prend 40 points, c'est qu'on est à sa place et il n'y a rien d'autre à dire, il faut se remettre au boulot. C'est tout ce qu'on aime aussi dans le sport et dans ce que ça doit générer quand on est à côté de la plaque de temps en temps, d'humilité, d'envie de s'y remettre, d'y croire quand même, d'y retourner, de remettre le bleu de chauffe. Bah, ce sera le ciel est blanc de chauffe pour l'année prochaine, on espère, avec une nouvelle équipe, une nouvelle page qui se tourne aussi, donc certainement de belles choses. Ouais, donc on va dire Toulouse qui est entré dans ce final riding high. Franchement, c'était comme regarder le Cirque du Soleil, quoi, ou the Harlem Globetrotters, peut-être au niveau de basket. C'est tout ce qu'ils essaient, ça marchait. Et c'était parfois il y avait des essais. Tu disais mais où était le ballon en fait? C'était comme ouais, ça faisait un peu match d'entraînement. Il était temps que ça s'arrête sur la fin du match et c'était un petit peu désolant pour le Racing, c'est vrai. Ouais. Un truc qui m'a impressionné, c'était Ramos. En fait, t'avais l'impression que chaque fois qu'il touchait le ballon, il sentait qu'il allait faire un truc incroyable. Il avait une confiance. Juste avec ses yeux qui était comme un fou et qu'il allait tenter, il allait tenter et il était, comme on dit en anglais, he was feeling himself, il était vraiment dans son zone, ça c'était certain. Allez, le deuxième match, c'était La Rochelle contre Bordeaux, 24-13. C'était quand même 21-3 pour le mi-temps, mais Bordeaux-Bègles essayait de rester un peu on va dire, close dans le match, mais quand même c'était assez décisif pour Stade Rochelais. Oui, la messe était dite à la mi-temps parce que 21-3, même s'il y a eu des retournements dans le sport, ça paraissait dit. Effectivement, Bordeaux a quand même fait une deuxième mi-temps solide, n'a pas renoncé. On sait que Bordeaux a recruté Damien Penaud pour l'année prochaine. Donc ça reste voilà, une équipe qui s'est qualifiée, une équipe qui, on va dire, est sur une phase d'apprentissage. Bon, ça s'est arrêté à la demi-finale cette fois. Dans l'absolu, on leur souhaite mieux, évidemment. Mais c'était quand même assez clairement dominé par La Rochelle. Ouais. L'année prochaine, ça devrait être sympa quand même, Jalibert
Penaud, ça va être sympa. Moi, perso, j'ai noté que, tiens, Brice Dulon, il est bon quand même, l'homme du match. Leeds, super présent, surtout au début du match. Le pack aussi, non, Skelton, c'est juste un masse. Donc voilà, donc il y avait pas beaucoup j'avais pris des notes, mais bon, ce qui est important, c'est qu'on parle de cette finale, finalement. C'est surtout ça. Voici un stade de France pour Toulouse-La Rochelle. Ici commence le compte des deux stades. Deux stades géants, musclés, rapides et déterminés. Dans un match épique face à un public chantant et bien tant enchanté au Stade de France. Il faut attendre 8 minutes avant les premiers points. C'est Ramos qui commence avec 3 points. Ça donne de la motivation au rouge et noir et un joli compte au rock qui donne aussi une pénalité de plus de 50 mètres. Malheureusement, c'est raté. 50-22 pour Kerr Barlow qui a fait un super match. Pour La Rochelle, la touche est bonne pour La Rochelle, la coquette aussi, mais difficile de gagner des mètres. Pas de penalty cette fois-ci, La Rochelle prend les 3 points avec le pied de Astoy. Moi, je suis pas arbitre, mais quand même, je vois beaucoup de fautes partout. Les deux équipes sont assez nerveux, beaucoup d'énergie et beaucoup d'erreurs. Meafou a presque mis KO Botia avec un charge immense. 6-3 pour Toulouse au water break. Et un tout petit erreur de Danty, faute de main, qu'elle était sous pression grâce à Ntamak. Et c'est Choco Barès qui pique le ballon et c'est parti pour le show. Essai 13-3 pour Toulouse. Jack Willis perd ses chaussures, mais ça n'empêche pas de jouer un super match aussi. Les jeux de gagne et mêlée, mais pénalité ratée. Énorme pression par les jaunes et encore une opportunité de pénalité et ça entre 13-6. Action de fou qui suit, le coup de pied de Astoy se retrouve dans les mains de Leeds. La Rochelle en marche avant. Kerr Barlow avec une immense séquence. Coup de pied à suivre, il plaque Ntamak toute seule. Il participe dans le rock aussi. Grosse mêlée jaune, Ardrit lancé comme un missile. Kerr Barlow, il va tromper 4 personnes et marque l'essai de l'égalité juste avant le mi-temps. 13-13 pour un mi-temps bien sympa. Oui, c'était une mi-temps qui était effectivement extrêmement intense sur les lignes défensives. On voit d'ailleurs que les 2 essais viennent de fautes directes qui sont provoquées par l'intensité de la défense, parce que Jonathan Danty fait cet en avant et on voit très bien sur l'image qu'il est en train de regarder le défenseur qui monte sur lui au moment où il rate le ballon. Et de la même manière, François Cros, qui fait un en avant qui mène à la mêlée, qui mène à l'essai de La Rochelle, le fait dans une phase où Toulouse est complètement sous pression et ce sont des fautes inhabituelles. Donc, première mi-temps avec la part belle aux défenses, puisque les 2 essais sont quand même des essais à 0 passe, on va dire, ou presque, ou à 1 passe maximum. Et puis, être à 13-13 à la mi-temps, ça fait qu'il n'y a plus qu'un match à jouer en 40 minutes, puisqu'on est à égalité et que personne ne mène. Ça dresse tout à fait le théâtre du drame pour la deuxième mi-temps. On est encore à égalité. Tout le monde a autant de chances de soulever le bout de bois dans 40 minutes. Après, une confrontation très intense. On note quand même que pour être en finale du championnat de France, il faut avoir un deuxième ligne qui fait 2m4 et 140 kg, puisqu'il y en avait un de chaque côté. Ouais. Ça devient, c'est vrai que, mais à Skelton, faut pas se retrouver entre les deux quand ils se rentrent dedans quand même. Voilà, c'était du lourd. Comme un accident de bus. Très, très lourd. Voilà, deuxième mi-temps. Allez, deuxième mi-temps démarre avec un erreur des Toulousains, mauvaise passe de Ntamak et La Rochelle avec un pénalité. Et voilà, la pénalité finalement, mais c'est Bruce Willis qui gratte le ballon. Et puis, pression énorme, essai par La Rochelle. Dante qui a fait son boulot de centre qui a pesé lourd. Bougarit rentre dans la brèche ouverte avec un joli course et c'est notre gros, beau et barbu Uni Antonio qui a marqué 13-20 et ça chauffe à Paris. Grosse séquence pour Toulouse maintenant. Première fois, j'ai l'impression qu'on les voit avec le ballon en main pendant plusieurs minutes. Ils gagnent une pénalité et donc 3 points. 20-16, toujours pour La Rochelle. Tiens, un drop à 52 minutes, mais Astoy la rate. Flamand entre en jeu et un action plus tard, il chope la touche. Et après, il met la pression sur Danty. Botia fait du bien et du mal dans la même action. Pénalité 20-19, toujours pour La Rochelle. Et tiens, Brice Dulin, qui est très bon au pied aujourd'hui, mais il tente un relance qui ne devrait pas. L'attaque des Toulousains commence à se montrer, mais on avance Ntamak. 26-22, La Rochelle. Il faut un essai dans les dernières 9 minutes pour Toulouse. Dupont à droite, Ntamak à gauche. Danty fait une erreur bête, mais Ntamak fait une erreur bête aussi. Il rate son coup de pied pour un penalty touche. Il est abattu.
Et bien sûr, le pack jaune gagne une autre pénalité. Dernière opportunité pour les rouges et les noirs. Beaucoup d'énergie et de temps épuisé pour gagner quelques mètres. Et finalement, c'est Ntamak qui fait l'essai de l'année avec un course de 60 mètres. Thomas Ramos assure avec le coup de pied et c'est fini pour cette soirée-là. Toulouse gagne un match mythique. Ouais, quand on est conservateur, on va dire, tu sais ce que ça veut dire, toi qui es américain, voir le Stade Toulousain gagner en finale du championnat de France, c'est quelque chose de rassurant, n'est-ce pas? Et pourtant, on peut dire que ce titre-là a bien failli leur échapper. Ils sont passés à très peu de choses de la mauvaise surprise, parce que les doubles champions d'Europe qu'ils avaient en phase 2 avaient quand même fait le plus dur. Je trouve que en revenant d'abord à 13-13, puis en marquant d'entrée et en menant 20-13 en début de deuxième mi-temps, on avait l'impression que la marche avant rochelaise était relativement inexorable, avec en plus une domination sur les phases d'impact et sur les mêlées fermées, en particulier dans la fin de match, qui semblait écrire que le titre était pour eux. L'immense mérite de Toulouse, ça a été dans une mi-temps où il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques, de conserver une puissance défensive qui leur a permis de rester à portée de fusil. Ils sont même repassés devant un petit peu, ça paraissait un petit peu contre le cours du jeu. Et puis on rentre dans les 10 dernières minutes, ils ne sont qu'à 26-22, alors qu'ils ont été quand même assez dominés pendant l'essentiel du match. Et à 26-22, on sait bien au rugby que tout peut arriver. Donc là encore, dans les 5 dernières minutes, le théâtre est là pour que le drame se joue. Et cet essai que tu évoques d'Ntamak, j'ai été très frappé parce que médiatiquement, dans les journaux, à la radio, à la télé, c'était l'exploit d'Ntamak, Ntamak ceci, Cet essai est assez commun. Le seul truc qui en fait un essai extraordinaire, c'est qu'il se passe à 2 minutes de la fin pour aller chercher le titre. Et ça prouve qu'il a eu la lucidité et les jambes après un match raté, après une pénale touche qui rate 5 minutes avant, qui doit lui faire mal au casque. Il a réussi à se remobiliser pour avoir le geste juste dans l'action. Mais la réalité, c'est que cet essai est donné par La Rochelle. Parce que la défense sur cette action est indigne de la saison de La Rochelle. C'est dommage. C'est la seule fois de toute la saison quasiment où ils défendent aussi mal. Ils sont à 55 mètres de leur ligne, et c'est sans doute pour ça qu'ils sentent pas le danger. Ils ont une ligne de défense, et on le voit très bien, qui, 1, n'est pas tout à fait en ligne, 2, est disparate entre des 3/4 et des avants, et quand on est comme ça, on monte surtout pas en pointe. Et l'erreur que fait Seteny de monter en pointe comme ça, il se fait effacer, il y monte la tête baissée, il est effacé, mais je veux dire, un numéro 10 de Fédéral 1 aurait fait aussi bien que Romain Ntamak. Le crochet n'a rien d'extraordinaire. Cette défense, elle est catastrophique. Derrière, comme il s'est précipité et que cette ligne était entre des gros et des 3/4, il se crée des trous béants et il y va, je vais pas dire en marchant, mais il y va relativement facile. Il accélère, les mecs sont pris à contre-pied, ils sont derrière, ils ne le reprennent pas. Je vois beaucoup plus vraiment le manque de lucidité, la fatigue ultime et l'erreur incroyable de Seteny, alors qu'il a tenu la baraque de ce club toute la saison. C'est horriblement cruel pour lui, que l'exploit d'Ntamak, même si la vision médiatique transforme ce truc-là en exploit d'Ntamak. La une de l'équipe le lendemain, v'là Ntamak, le triomphe romain. C'est pas vrai. Je trouve qu'il a fait un match très quelconque. Il a eu la lucidité d'être encore bien à la fin. Mais quelle erreur de La Rochelle sur cette phase défensive. Elle n'était pas dangereuse. Il suffisait qu'ils attendent au lieu de monter comme ça, qu'ils fassent venir les mecs qui auraient glissé de la gauche, qui seraient venus naturellement. Ils auraient fait des petits tas jusqu'au 50. Et ils auraient gagné. Ouais, c'est terrible, terrible pour La Rochelle. C'est comme le boxeur qui veut absolument faire le crochet pour avoir le KO et qui manque et bam, il se retrouve par terre en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme le boxeur qui mène au point, qui a passé le match finalement à martyriser son adversaire, qui se dit je veux le finir, la victoire ne me suffit pas, je veux que ce soit par KO, et il fait le truc de trop, il se fait contrer. Ou le judoka. Donc d'une certaine manière, c'est l'histoire du sport, c'est un contre, extrêmement bien mené, mais rendu tellement facile par une erreur monumentale collective de La Rochelle. Je veux pas accabler Seteny parce que il monte en pointe bêtement, mais sa ligne de défense est mal fagotée. Et peut-être d'ailleurs qu'il monte en pointe parce qu'il se dit,
Ils sont 6 ou 7, on n'est que 3 de ce côté-là, même si c'est assez loin. Si je monte pas en pointe, on va s'en prendre un. C'est peut-être ça qui se passe dans sa tête. Ouais. Je pense que le décryptage de cette séquence en vidéo avec Ronan O'Gara et toute l'équipe, je pense, va être quelque chose de passionnant. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce moment du match avec une ligne de défense aussi perméable, un acte isolé qu'ils n'ont pas fait une fois de la saison, qui permet au pire moment possible de donner 7 points à l'adversaire. Ils sont double champions d'Europe, c'est pas n'importe qui, et ils font ces erreurs-là. Quelle école d'humilité encore. C'est très, très dur. Très, très dur. Ouais. Malfagoté, un autre mot pour mon dictionnaire personnel, je te remercie. Ça peut être aussi juste la fatigue, parce que c'était la première fois, j'avais l'impression, pendant 4 ou 5 minutes, où Toulouse, ils attaquaient, il y avait très peu d'attaques dans tout le match, ça peut être ça aussi. Tiens, tu parlais de judoka, et franchement, il y a un truc que je voulais dire par rapport en regardant les 2 derniers matchs, Antoine Dupont, franchement, si on l'a mis en genre mini-sumo, il va être magnifique, tu vois. S'il y a ça un jour pour les GO, on l'a mis en sumo, le mec, il est impossible à plaquer, il est tellement petit, mais avec tellement de force, il rebond sur tout le monde et il est juste fantastique à regarder. Je suis pas sûr si c'était son meilleur match, mais juste quand il faut, il est là, il va vers l'avant. C'est comme aussi l'autre personne qui m'a beaucoup frappé dans ce match-là, c'est Aldrit. C'est waouh, ce mec-là, c'est comme un train en fait. C'est effectivement une locomotive. Il a que la marche avant. Il a été pris 1 ou 2 fois en début de match. Il a fait des choix un petit peu hasardeux. Il a fait tomber un ballon qui était heureusement derrière, mais quelques imprécisions. On lui connaît pas toujours ça. Je pense que Greg Aldrit, faut se rappeler quand même que Greg Aldrit, Antoine Dupont étaient ensemble à l'école de rugby. Et d'ailleurs, je vois, moi, sur l'entrée sur le match, parce qu'ils sont capitaines tous les 2 de leur équipe, et on les voit côte à côte avant de rentrer au Stade de France. Et moi, qui viens de passer mon diplôme d'éducateur U12, je me dis, il y a un mec qui était l'éducateur en jeune de ces 2 mecs-là. Et c'est quand même extraordinaire de le penser, quoi. Je trouve ça fantastique à quel point on est, je trouve, récompensé quand on se rappelle que ces gamins-là étaient des enfants, que tout cela n'est qu'un jeu, et qu'en même temps, ils viennent construire ça ensemble avec une amitié qui s'est transformée en rivalité féroce, intense pendant 80 minutes, et qui doit tout de suite être oubliée, puisque maintenant, ils sont ensemble en équipe de France et qu'ils veulent renverser les All Blacks, les Sud-Africains et toute la clique ensemble. Donc, il faut pas qu'il y ait l'épaisseur d'un papier à cigarette dans leur amitié, dans leur confiance mutuelle, et ils arrivent à se rentrer dedans comme ça pendant 80 minutes. J'adore ces histoires. Ce que j'espère, c'est que et finalement, je trouve que le scénario n'est pas mauvais à cet égard. Toulouse, avec le poste clé du numéro 10, du numéro 9, je pense, avait besoin d'être champion pour faire le plein de confiance, et ça, c'est top. Ouais, c'est très marrant parce que moi, pendant que La Rochelle était devant dans le score et à la fin du match, en fait, j'avais mis dans mes notes, is this good for French rugby? Est-ce que c'est une bonne chose que La Rochelle gagne? Parce qu'en fait, Toulouse aurait perdu beaucoup de confiance. Et comme tu dis, le 9, le 10, c'est eux, ils perdent de confiance. Et Ramos aussi. Et dis donc, ça aurait fait mal. Ça aurait fait très mal et mis beaucoup de doutes dans ces lignes derrière, on va dire. Mais en même temps, dès qu'ils ont gagné, je dis c'est ok. Et en plus, on n'avait pas de blessure pour l'équipe de France. Et finalement, ce match avec Toulouse qui gagne quelque part, je trouve que c'est bien pour le rugby français en fait. Quelque part, oui, c'est très cruel pour les Rochelais. On dit souvent, l'axe d'une équipe de rugby, c'est 2, 8, 9, 10, 15. Parce que quand on montre une composition, finalement, c'est ça la ligne droite au milieu de l'équipe. Bourgarit, Aldrit pour les 2 et 8, et puis 9, 10, 15, Dupont, Ntamak, Ramos. Donc, de toute façon, il fallait un perdant qui ferait des déçus. Mais je crois que cette défaite-là, pour La Rochelle, est plus facile à encaisser, même si elle est très cruelle, du point de vue de la confiance à venir, que si Toulouse avait perdu. Parce que si Toulouse avait perdu, ils auraient été dominés, ils n'auraient pas su renverser l'adversité, ils auraient échoué dans cette mission-là. Alors que là, La Rochelle avait fait le job, avait dominé avec ce qu'ils savent faire, Bourgarit, Aldrit, un travail de sape et de jeu d'avant absolument exceptionnel. Ils perdent ce match un peu sur un fait de jeu, faut quand même être honnête. Et ce qui est in fine cruel, c'est que Toulouse, qui sont les tenants du grand jeu libre, Pierre Villepreux et compagnie, le ballon ne s'arrête jamais, la balle à l'aile, la vie est belle. Sauf que là, c'est quand même 2 essais à 0 passe, ce qui est quand même assez
réducteur, quoi, pour le talent et pour le rêve que pourraient porter les ailes toulousaines. Ouais, j'avais noté que Ntamak, à la fin de match, il avait l'air un peu plus vieux, on va dire. Il avait quelques rides de plus après ce match, mais je suis quand même content pour lui et pour Toulouse. Et quand même content pour La Rochelle aussi, qui sont champions d'Europe. J'ajoute que celui qui avait aussi un peu plus de rides, c'est Émile Ntamak, son père. Faut se rappeler quand même la belle dynastie de joueurs de rugby que c'est. Émile Ntamak était un joueur exceptionnel. Et c'est vrai que les belles courses de Romain Ntamak sont quand même héritées du patrimoine génétique que lui a passé son papa. Et l'autre truc sympa, c'est que son petit frère était dans le stade, Théo Ntamak, qui est aussi parfois dans l'effectif de l'équipe première. Il a été champion de France avec les Espoirs de Toulouse. Quelle famille, quand même. Donc, ça fait plaisir pour eux. Et je pense que, bon, la veille de la fête des pères, je pense que c'était pas mal d'être dans le public pour Émile et de voir son fiston après un match, on va dire, un peu raté, d'être le mec qui finalement va chercher la gagne. Je pense qu'en termes d'ascenseur émotionnel, ça devait pas être mal. Ouais, tout est oublié dans la victoire. Ouais, donc bravo pour les espoirs et aussi les Crabos aussi pour Toulouse, qui étaient champions de France en juin. Apparemment, des cadets sont pas mauvais non plus. Bon, mon cher Théo, après ce final, est-ce que tu avais d'autres choses? J'ai quand même adoré voir un gros costaud barbu marquer un essai, Ouni Antonio, qu'on aime beaucoup. C'est lui qui marque l'essai du début de deuxième mi-temps de Tony Truant des Rochelais. Et c'est pareil, ça doit lui donner de la confiance, de la force. On espère que il y croira pour en marquer comme ça avec le maillot bleu sur les épaules dans une autre compétition. Mais ceci est un autre sujet, Thierry. Oui, en parlant de ça, nous allons faire un petit pause, en fait. Le petit pause s'impose pour nous. Normalement, on va se retrouver autour de août avec des épisodes spéciaux sur le Coupe du Monde, bien sûr. En fait, c'est assez sympa. Donc, nous, on va avoir 2 épisodes qui va faire un recap sur le Coupe du Monde 2019. Après, on va essayer d'avoir des invités pour parler des différentes poules. Et quand même, on a 4 matchs de préparation. On a l'Écosse chez eux et chez nous. Après, on a France-Fidji, donc ça devrait faire mal, juste quelques semaines avant le démarrage de Coupe du Monde. Et après, Australie quand même. Donc, j'imagine qu'ils vont jouer plein de joueurs dans tous ces différents matchs, mais c'est quand même costaud, qu'on pense 2 fois contre l'Écosse, contre Fidji et contre Australie. Ça, c'est des matchs de préparation. Et après, bien sûr, le Coupe du Monde qui démarre. Nous, ça va être le premier, c'est d'attaque France contre Nouvelle-Zélande pour la première match de ce Coupe du Monde. France-Uruguay, France-Namibie, France-Italie par la suite. Oui, j'espère simplement qu'on verra Semi Radradra, le joueur qui nous avait fait rêver à la Coupe du Monde 2019, qui mettait le feu au terrain à chaque fois qu'il touchait le ballon. Et en plus, on avait fait à l'époque, tu te souviens, un concours de barbe. Et il était pas loin de la finale, lorsqu'on avait fait voter nos écouteurs, parce qu'il avait aussi une très belle barbe. Donc Semi Radradra, j'espère te voir sur le pré, parce que tu m'as fait rêver. Ouais, en plus, c'est un nom très agréable à dire. Radradra. Allez, c'est tout pour nous. Donc, merci beaucoup à tous nos chers écouteurs. Et n'oubliez pas de vous abonner sur vos différentes plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube aussi, on est là-bas. Et sur Instagram et Twitter et Facebook. Comme ça, vous savez quand les nouveaux épisodes vont tomber. Parce qu'on a déjà plein de super trucs qui vont arriver pour ce Coupe du Monde. Allez, à très bientôt, mon Théo. Oui, salut mon Thierry pour toutes ces réjouissances. Reposez-vous bien, faites un petit peu une petite cure sans rugby parce que à la rentrée, ça va donner et il faudra être disponible. C'est ça. Allez, bon été à toi, mon cher Théo, et bon été à tous nos écouteurs. Allez, à bientôt. Salut Charlie, salut TK. Ciao, ciao.